Il est l'heure, on va démarrer. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Patrick Canal, délégué général du club stockage d'énergie de la T2E. La T2E, c'est 40 sociétés actives dans le domaine du stockage et concrètement donc sur des activités stationnaires essentiellement de stockage d'électricité, de chaleur, d'hydrogène et l'ensemble des activités de stockage en France métropolitaine et dans les EDNI. La thématique du jour va porter sur le stockage d'électricité dans les zones non interconnectées, les zones insulaires, DROMCOM, comme on les cite, est présenté dans le détail par nos trois interlocuteurs. Donc, Christopher André, qui est chef de projet consultant senior chez Enea. Enea a réalisé, pardon, Artelis, excusez-moi. Artelis a réalisé l'étude de stockage d'énergie avec Enea d'ailleurs en 2013 et donc à l'origine en France de l'évaluation du potentiel technique et économique des gisements de stockage. Christian Doms, chef de mission Smart Grid à la direction à EDF des systèmes électriques insulaires, SEI, et Michael Lippert, qui est directeur du marketing chez Saft, l'un des distributeurs, constructeurs de batteries lithium-ion, haute technologie. Christian, chez SEI, travaille sur le développement des smart grids, particulièrement effectivement dans les EDNI, et c'est un acteur, le SEI, relativement important, majoritaire pour la production, la distribution, la fourniture d'énergie électrique dans les DROMCOM. Concrètement, donc, je vais aborder la présentation pour peut-être entrer les EDNI, vous les connaissez, elles sont présentées ici dans cette carte publiée par le ministère des Affaires étrangères, donc en population relativement peu, par contre en superficie et en territoire, une quantité, une capacité importante, hein, un facteur 5 je crois, entre les habitants, le ratio des habitants et la surface de ces territoires. On parlera surtout des DROM aujourd'hui, des départements et régions d'outre-mer, donc le domaine ultramarin, bon, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, Guyane, essentiellement, et concrètement, donc, l'ensemble des activités de stockage d'électricité qui sont réalisées dans ces différents territoires. Alors, ils sont caractérisés par le fait qu'ils ne sont pas interconnectés. Je n'ai pas cité la Corse, mais on peut la citer bien sûr dans ces DROM. La Corse est interconnectée avec le continent, bien sûr, à travers un câble sous-marin qui le relie à l'Italie et à la Sardaigne, je crois, en partie. Concrètement, les autres territoires ne sont pas interconnectés à un réseau électrique continental, ce qui pose un problème, bien sûr, de production, mais également de livraison d'électricité dans ces îles, la production pouvant représenter à peu près 5 fois les coûts de production en métropole. Ce n'est pas négligeable. Donc, le coût à partir d'énergie fossile, majoritairement aujourd'hui, ou de renouvelables, j'en parlerai. Et donc, elles sont caractérisées également par une dominance quand même des énergies renouvelables, puisqu'elles sont exposées au vent, très ensoleillées, ce qui permet effectivement une meilleure intégration du PV et de l'éolien. Alors, la transition énergétique a promu bien sûr le déploiement des filières renouvelables, donc énergie éolienne, PV, biomasse, biogaz, plus particulièrement dans les EDNI, dans les zones non interconnectées, qui peuvent être considérées comme des champs d'expérimentation de ces déploiements de sources de production renouvelables, associés du reste ou non avec du stockage d'électricité. Et dans la chaîne de valeur de l'ensemble de la filière d'électricité, on parlera essentiellement électricité aujourd'hui, non pas chaleur, on peut effectivement prendre en compte depuis l'amont, c'est-à-dire la production jusqu'à l'aval, c'est-à-dire la consommation par l'utilisateur final dans l'habitat, donc de cette valeur stockage qui représente bien sûr pour la production des capacités intéressantes puisqu'elle permet de lisser les charges de production intermittentes et dès lors que la capacité, la pénétration dans le mix électrique des énergies renouvelables dépasse un seuil de 30%, qui est un seuil technique qui a été bâti dans le cadre d'une concertation entre la Commission de régulation de l'énergie, les producteurs, les gestionnaires de réseau, au-delà de 30%, on observe quand même des perturbations possibles sur le système électrique en termes de stabilité, de fréquence et de tension. Lorsqu'il y a effectivement une production renouvelable, brutale, le soleil qui apparaît brutalement, un coup de vent dans les îles, on observe bien sûr des phénomènes de production massive de ces filières ENR et des possibles congestions de réseaux électriques qui sont en surcapacité. A contrario, lorsqu'effectivement ces sources disparaissent, s'effacent du réseau rapidement, on peut observer effectivement des déficits de production par rapport à la demande, d'autant plus lorsqu'il s'agit des heures de pointe ou de semi-pointe. Donc concrètement, sur la transmission, donc sur la distribution et le transport, le stockage va permettre d'apporter une fourniture de services système, c'est-à-dire un apport pour la stabilité du réseau électrique, en injectant, en soutirant de l'électricité de façon instantanée.
S'il y a trop d'énergie dans le réseau, on va soutirer de l'énergie en chargeant les unités de stockage, donc les batteries. S'il y a un déficit de production avec une baisse de tension dans les systèmes électriques, on va injecter, cette fois, de l'électricité dans le réseau électrique. Et pour l'utilisateur final, bien sûr, ça permet d'optimiser son profil de consommateur en chargeant ses batteries ou d'autres systèmes de stockage aux heures creuses, alors que l'énergie n'est pas chère. On va dire tarif jour-nuit, par exemple, pour des ballons ECS, les ballons électriques qui alimentent les ballons de chaude sanitaire que vous avez probablement tous dans votre foyer, qui permettent à un tarif jour-nuit de profiter, bien sûr, d'un tarif bonifié en période nocturne pour charger le ballon et faire du stockage d'eau chaude sanitaire, qui est lui restitué dès lors que le prix de l'électricité augmente. Et on peut gagner ainsi 5 centimes par kilowattheure avec un ballon eau chaude sanitaire en tarif jour-nuit par rapport au tarif actuel d'EDF. On passera rapidement, mais sur les points, le taux de pénétration important des ZNI, les fameux 30% dont je vous parlais, auront tendance bien sûr avec la loi de transition énergétique, les dispositions qui sont en train d'être mises en place, donc le complément de rémunération, l'appui via la CSPE, donc la compensation de charges des services publics de l'électricité, qui va apporter une contribution à la fourniture, effectivement, l'augmentation du mix ENR dans ces ZNI, avec la volonté en tout cas de promouvoir le stockage dans les îles. Il faut décarboner le mix, on l'a dit, la ministre l'a dit. On doit donc augmenter la part de PV, la part d'éolien, la part de biogaz et biomasse dans les îles. Concrètement, donc, on a plusieurs leviers pour assurer ces besoins de flexibilité, parce que plus il y a de NR, vous avez compris que plus il risque d'avoir des perturbations sur les systèmes électriques, et in fine, on a besoin de flexibilité. Donc ces outils de flexibilité sont, par essence, de toute façon multiples. Il n'y a pas que le stockage qui apporte de la flexibilité au système électrique. Ce peut être des moyens de production flexibles, la cogénération, des centrales de pointe, également donc, qui permettent, en tout cas via le stockage, de mieux intégrer les énergies renouvelables. Donc s'il y a un excès de production renouvelable, on peut stocker cette énergie aux heures de forte production, la restituer aux heures creuses. En matière d'investissement réseau, c'est aussi un levier possible pour apporter une flexibilité au système électrique et bien sûr la maîtrise de la demande, c'est-à-dire pour le consommateur, l'optimisation de ses profils de consommation, éventuellement son effacement. Une amélioration de l'efficacité énergétique représente autant de leviers possibles pour assurer en permanence cet équilibre entre l'offre et la demande d'électricité qui caractérise le système électrique. Donc le stockage est quand même un élément clé. C'est un des outils qui permet effectivement d'apporter du service système, donc de la flexibilité au système électrique, d'assurer l'indépendance énergétique, parce qu'il va permettre d'accroître la part d'ENR dans le mix de production, et également un levier de valorisation économique, puisqu'il permet à des acteurs français de promouvoir ces technologies et d'avoir un impact sur l'international, comme Saft, qu'on verra tout à l'heure. On va passer à la deuxième présentation. Donc, je vais laisser la parole à Christopher André. Donc, on fera le point sur l'économie des systèmes, le mode de valorisation, et également le potentiel de développement. Quelles sont les technologies aujourd'hui émergentes? Quelles sont celles qui se développent? Là, je laisse la parole à Christopher. Et puis, nous ferons les 3 présentations à la suite. Et puis, il y aura un débat avec vous sur les questions-réponses que vous souhaitez poser. Merci Patrick pour cette introduction. Je voudrais d'abord remercier le World Efficiency Congress pour l'invitation et la T2E et en particulier Patrick Canal pour l'invitation à cette conférence. Donc je vais vous parler du potentiel de stockage, du stockage d'énergie avec un focus particulier sur les zones non interconnectées. Donc je travaille chez Artelis. Artelis est une petite société spécialisée dans l'application de techniques mathématiques pour produire du conseil à la fois quantitatif et stratégique à destination d'institutions ou d'entreprises privées, d'acteurs privés, surtout dans le domaine de l'énergie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qu'on a réalisée en 2013 sur le stockage d'énergie en général, donc que ce soit stockage d'électricité et de chaleur, et en particulier sur les zones non interconnectées. Pourquoi les zones non interconnectées sont intéressantes? D'une part, on a un faible foisonnement. Est-ce que vous pouvez juste passer la présentation? C'est la suivante. Merci.
Donc voilà, je vais vous présenter cette étude sur le potentiel du stockage d'énergie. C'est une étude qui a été financée par l'ADEME, la T2E et la DG6, qui est maintenant la Direction Générale des Entreprises, qui a été réalisée donc en 2013 par un consortium comprenant Artelis, donc la société pour laquelle je travaille, qui était mandataire du groupement, ainsi que Enea Consulting pour les aspects connaissances techniques, évaluation technique des technologies de stockage et projection des coûts à un horizon 2030, et le G2E Lab pour les aspects réseau. Il est à mentionner que cette étude, à la suite de cette étude, deux autres études ont été réalisées avec la T2E, une extension de l'étude à la maille Europe pour essayer de comprendre comment les potentiels supplémentaires émergents des pays voisins peuvent être captés par le stockage en France. Donc une extension à la maille Europe. Et en cours, une étude qui vient de débuter sur le stockage thermique. Okay, et avec valorisation du power to heat, donc les excédents ENR qui sont valorisés au travers du stockage thermique. Donc les ZNI sont un des segments qui ont été étudiés dans cette étude et ils sont particulièrement intéressants de plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est que dans les ZNI, on a un faible foisonnement. Donc le foisonnement, si on veut, c'est la loi des grands nombres, c'est le fait que plusieurs sources, plusieurs dynamiques se compensent et on a un comportement moyen qui émerge. Et dans les ZNI, on a très peu d'acteurs, très peu de moyens de production. Et donc, il y a un enjeu important sur, par exemple, le dimensionnement des moyens de pointe. On a des coûts d'investissement dans les moyens de pointe qui sont proportionnellement très importants. Et on doit faire en sorte de comprendre comment diminuer le coût de production d'énergie, d'électricité dans les ZNI. Comme l'a dit Patrick, le dernier rapport sur la CSPE de la Creux mentionne un coût de production de 4,5 à 5 fois plus important qu'en métropole. Donc, le contexte, comme je vous l'ai dit, c'est une augmentation de la part des énergies intermittentes, donc solaire et éolien en particulier. Une électrification aussi de certains usages, donc par exemple la mobilité, la cuisson, et aussi un bassin de population qui augmente et donc une demande d'électricité qui augmente. C'est une tendance qu'on observe dans les ZNI, contrairement peut-être à la France métropolitaine où dans ces dernières années, la demande électrique a tendance à se stabiliser. Et donc on a des besoins de flexibilité qui sont croissants. On verra ce que ça veut dire exactement. Et en particulier, on verra que ces besoins de flexibilité sont modifiés, sont dépendants, si on veut, de la pénétration du solaire, par exemple. Et donc l'enjeu de cette étude, c'est de savoir quelle est la valeur ajoutée du stockage. Donc qu'est-ce qu'apporte le stockage? Quels sont les coûts d'investissement qu'il permet d'éviter? Quelles sont les valeurs d'arbitrage? Et quelles sont les filières technologiques les plus adaptées dans les ZNI. Donc, pour ce faire, je vais vous décrire l'approche utilisée. Donc, l'approche, c'est une approche par modélisation par les fondamentaux. Donc, c'est une évaluation de la plus-value économique apportée à la collectivité par le stockage d'énergie. Donc, on se place on a une modélisation du parc au pas de temps horaire avec un équilibre offre-demande. Et on regarde quel est le bénéfice d'un ajout d'une capacité de stockage dans un tel parc électrique. On a donc une simulation au pas de temps horaire, qui est une des spécialités d'Artelis, et on a une suite logicielle qui est dédiée à cette approche par les fondamentaux. Donc, ces modélisations ont été réalisées à horizon 2030. Donc pour les ZNI, on a utilisé une ZNI type. On n'a pas modélisé une des ZNI françaises en particulier. Contrairement au cas français, au cas de la métropole, où là, on s'est basé sur des scénarios établis, donc des scénarios soit RTE, soit de l'ADEME, donc avec des coûts. Donc on a des scénarios, si on veut, d'évolution du parc électrique, et donc il faut aussi avoir une projection des coûts des technologies. Et donc, ensuite, on compare, si on veut, les bénéfices apportés par le stockage aux coûts de différentes technologies pour comprendre quelle est la plus-value apportée par chacune des technologies de stockage. Et en comparant les coûts et les bénéfices, on peut avoir une idée approximative du gisement, donc de combien de capacité de stockage il est intéressant d'un point de vue économique et technique
d'investir dans les ZNI. Donc c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, cette étude consistait en un certain nombre de segments. Tout d'abord un segment qu'on appelle le segment France, donc qui est vraiment une modélisation de l'équilibre offre-demande sur des scénarios 2030 établis à l'échelle de la France. À la suite de ce scénario France, on a un certain nombre d'autres scénarios qui sont indiqués en orange clair. Donc je vais juste vous les lister rapidement. C'est les segments très haute tension, les segments HTB, HTA, HTB. Donc dans ces cas-là, en fait, on prend les coûts marginaux qui apparaissent dans le segment France, c'est-à-dire quelle est la dynamique du système dans le segment France, et on regarde plus précisément ce qu'il se passe au niveau, par exemple, dans le segment très haute tension, quelle est l'influence sur les lignes électriques, sur la saturation des lignes électriques, qu'est-ce que le stockage peut faire pour améliorer la congestion des lignes électriques. Okay. Donc tous ces segments orange sont des segments qui sont dans les cas nationaux, qui sont établis selon des scénarios de l'ADEME et de RTE. À la suite de ça, on a deux segments qui sont un petit peu différents. On a un segment stockage dans les réseaux de chaleur et un segment ZNI, dont je vais vous parler dans la suite. Donc ce segment ZNI, dans le segment ZNI, on s'est dit qu'on allait étudier un certain nombre de services qui peuvent être rendus par le stockage. Donc ici, je vous liste les 3 services qui ont été étudiés dans le cadre de cette étude. Donc le premier, c'est un arbitrage. L'arbitrage, c'est quelque chose d'assez simple. Donc c'est comme Patrick l'a décrit en préambule. Dès que vous avez des sources d'électricité qui sont peu onéreuses, vous remplissez vos batteries et vous les déchargez à des heures de pointe. Et simplement en faisant ce transfert d'électricité d'un moment à un autre, vous allez pouvoir gagner la différence de coût qu'il y a entre ces deux moments. Okay. Donc ça, c'est purement une valeur d'arbitrage. Ensuite, on a une valeur capacitaire. Si vous avez réussi à capter de l'électricité pendant les périodes où la production est massive, par exemple une production solaire, vous pouvez la restituer au moment de pointe. Et si vous arrivez à le faire de façon consistante, vous allez pouvoir éviter un certain nombre d'investissements dans les moyens de pointe. Donc on peut dire que le stockage peut permettre d'éviter des investissements dans les moyens qui habituellement satisfont la pointe. Donc par exemple les turbines à combustion, donc ce qu'on appelle les TAC dans les ZNI. Le troisième service qu'on a étudié dans cette étude, c'est les services systèmes. Donc c'est tout ce qui est régulation de la tension. Donc c'est comment le stockage peut aider le système à garder une tension à 50 Hz constante. On n'a pas étudié dans cette étude d'autres services qui peuvent être rendus par le stockage, par exemple le lissage de la production ou les réserves tertiaires, ce genre de choses. Donc c'est ces 3 services-là qui seront valorisés par la suite. Les ZNI ont cette particularité, comme je l'ai dit avant, d'avoir assez peu d'acteurs et des capacités peu importantes. Et donc, on a un faible foisonnement à la fois du côté de la demande, donc une demande assez irrégulière, et des productions aussi intermittentes qui sont faiblement foisonnées. On n'a pas de moyenne, le territoire n'est pas assez grand pour que des effets de masse puissent jouer. Donc on a une grande importance relativement à la métropole des coûts d'arrêt et démarrage des différentes unités de production. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte dans les modélisations. Donc on a des groupes, par exemple les groupes diesel, où on a un seuil minimal de fonctionnement et des coûts qui sont associés à l'arrêt-démarrage. Et on verra que ça a une influence sur la valorisation du stockage. Donc pour vous donner une idée, ici je vous représente quelques caractéristiques de la ZNI type qu'on a utilisée. Donc il ne s'agit pas d'une ZNI en particulier. On a essayé de prendre un mix type représentatif de ce qu'on peut penser seront les ZNI à l'échelle 2030. Donc on voit qu'on a à peu près un tiers de part ENR divisé entre le PV et l'éolien.
Donc, ici, une illustration d'une des simulations qu'on a effectuées. Donc, ici, vous avez 2 jours. J'espère que vous voyez à peu près ce qui se passe. Donc, vous avez la forme de la demande, qui est une petite ligne rouge qu'on ne voit pas très bien. Donc, si vous voulez, ce qui se passe sur ce schéma, ce qui vous montre, c'est que finalement, vous stockez pendant les heures où la demande est faible, et vous stockez et vous déstockez au moment de pointe. Donc vous avez vraiment là toutes les valeurs dont on a parlé avant. Vous avez à la fois la valeur d'arbitrage, parce que vous stockez au moment de demande faible pour le restituer au moment de demande forte, mais vous avez aussi une valorisation du fait que le stockage permet de ne pas arrêter certaines unités de production. Donc vous avez un certain nombre d'arrêts-démarrages qui sont évités grâce au stockage. Donc si le stockage est opéré de manière dans l'intérêt de la collectivité, si on veut, donc pour faire une minimisation des coûts globaux du système, vous avez ces comportements-là, des arrêts-démarrages qui sont évités grâce au stockage. Donc, ici, un des résultats de l'étude. Donc, vous avez un stockage installé sur une île et vous vous demandez combien est-ce que ça me rapporte et quelles sont les sources de toutes ces valeurs. Donc, un stockage de 5 heures, d'une durée de décharge de 5 heures et d'1 mégawatt est valorisé à hauteur environ de 300 000 € par mégawatt par an. Pour vous donner une idée, en France métropolitaine, on a des valeurs entre 75 et 90 kg par mégawatt par an. Et la différence est essentiellement due au fait qu'en métropole, on a un fort foisonnement et le prix des énergies primaires est aussi bien inférieur en métropole. Donc, le graphe suivant vous donne la différence entre les différentes... la contribution de chacune des composantes à la valorisation. Donc, d'une part, vous avez le fait que vous économisez des TAC et du diesel. Okay. Et d'autre part, en négatif, vous utilisez du charbon bagasse. Et donc, ça, c'est des coûts pour vous. Vous avez remplacé dans votre utilisation du mix, vous avez remplacé les moyens de pointe par des moyens de base ou de semi-base, et donc qui apparaissent comme des coûts. Vous avez un certain nombre d'arrêts-démarrages qui sont évités, une certaine valorisation de la réserve, et finalement la valeur capacitaire qui est assez importante, donc le fait qu'on évite d'investir dans des moyens de pointe. Ça, c'était la valorisation pour le premier mégawatt installé. Bien entendu, une fois que vous avez installé ce premier mégawatt, vous demandez quelle est la valeur du second. Le second aura une valeur moindre, parce que la valeur a été partiellement captée par ce premier mégawatt. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié comment la valeur du marginal, si on veut du stockage, décroissait avec la pénétration du stockage. Et c'est avec ce genre de courbe-là, en la comparant au coût des différentes technologies de stockage, qu'on va pouvoir déterminer quel est le gisement économique du stockage. Et donc là, on voit là, on illustre juste la décroissance du bénéfice, de la valorisation du point de vue de la collectivité du stockage. Et quelles sont maintenant les principales composantes qui modifient la valorisation? Donc, il y en a 3 qu'on liste ici. Donc, déjà, c'est la proportion de puissance installée variable. Donc, le solaire et l'éolien sont des demandeurs de flexibilité. Je vous ai mis un graphe en dessous qui illustre les besoins de capacité, de flexibilité, en fonction du parc installé photovoltaïque. Et on voit que pour des pénétrations faibles, de façon un petit peu contre-intuitive, le besoin de flexibilité diminue. Et ceci est dû au fait que pour des faibles pénétrations, il y a une bonne correspondance entre la production solaire et les pics de demande. Donc au départ, on a un faible besoin de flexibilité. Par contre, pour les parcs qu'on a étudiés à l'échelle France, donc en dessus de 15 à 20 gigawatts, on a des besoins de flexibilité qui augmentent de façon importante. Une autre caractéristique qui influence la valorisation, bien entendu, c'est la présence préalable de stockage dans les ZNI et la diversité du parc thermique. Donc, quel écart de prix de production vous avez entre les moyens de base, semi-base et de pointe.
finalement, je vais vous présenter quelques éléments de coût. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté les bénéfices du point de vue de la collectivité. Donc, c'est 300 kg par mégawatt par an, environ, dans les ZNI. Maintenant, on va regarder quels sont les coûts qu'il faut mettre en face pour déterminer si vraiment on a un potentiel pour le stockage ou non. Donc, dans les ZNI, on a considéré les technologies suivantes. Donc, la première qui est une technologie à air comprimé. Et ensuite, on a considéré 4 types de batteries avec différentes caractéristiques au niveau du temps de décharge. On a adopté une puissance de 20 MW pour chacune des technologies, avec donc les temps de décharge qui varient suivant les caractéristiques et les valeurs types pour certaines des technologies. Finalement, donc, il a fallu se faire une idée des coûts. Et pour ce faire, les coûts ont été désagrégés en plusieurs composantes. Chacune des composantes a été projetée à l'horizon 2030, parce qu'on a des courbes d'apprentissage sur certaines composantes du coût, certaines autres composantes du coût, par exemple les taxes ou des choses comme ça, qui vont plutôt augmenter, les coûts, vraiment la valeur par mégawatt qui va avoir tendance à diminuer. Donc là, on a une projection à 2030, une estimation de la projection à 2030 des coûts de ces différentes technologies. Donc je ne pense pas que vous arriviez à voir exactement les composantes du coût. Donc vous avez de bas en haut l'investissement, le coût du capital, ensuite la maintenance et tout ce qui est en dessus, c'est différentes taxes. Ensuite, pour chacune des technologies, vous avez 2 barres. La première correspond au fait d'avoir une gestion pour la collectivité. Donc on se place dans l'hypothèse que les technologies seront exemptées de certaines taxes, donc taxes foncières par exemple, des taxes sur la CSPE qui seront aussi moindres si c'est géré par la collectivité. Contrairement à la barre de droite où on a des taxes supplémentaires, notamment la CSPE. Et finalement, on a rassemblé maintenant tous les éléments pour faire notre analyse coût-bénéfice. Donc ici, un exemple pour une technologie de stockage à air comprimé de surface, où on compare les coûts aux revenus. Et donc là, on voit qu'on est clairement bénéficiaire sur cette technologie. L'échelle ici est en euros par mégawattheure. Donc vous voyez que sur la majorité des technologies que l'on a étudiées, en fait, on a une valorisation qui est suffisante pour déclencher un investissement du point de vue de la collectivité. Donc ici, je vous donne les taux de rentabilité interne qui mesurent, si on veut, à quel point l'investissement est rentable. Et ce taux-là est à comparer avec le taux d'actualisation qui a été utilisé dans l'étude, qui était environ de 5%. Donc on voit que la majorité des filières tombent dans le cadre d'une valorisation qui est suffisante pour être rentable du point de vue de la collectivité. Donc pour conclure, l'étude PEPS, qui est le petit nom de cette étude sur le stockage, a permis de mettre en lumière un certain nombre de points. Donc que la majorité des technologies considérées sont rentables du point de vue de la collectivité dans les ZNI, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France, où on a surtout une rentabilité des grands ouvrages de stockage par pompage-turbinage. La pénétration des technologies de stockage dans les ZNI peut être stimulée par plusieurs leviers. Donc on a mentionné par exemple l'exemption de la CSPE sur l'énergie qui est pompée dans les batteries par exemple, et uniquement avoir une taxe sur la CSPE sur la différence, si on veut, sur les pertes finalement qui sont causées par le stockage. Ça peut être un levier. Ensuite on a aussi la structure du TURP, donc des taxes de réseau qui peuvent encourager qui peuvent être modifiés afin d'encourager le stockage de petite taille. Finalement, le gisement dans les ZNI françaises n'est pas très important. Il s'agit de 200 à 400 MW. Mais c'est un gisement qui est tout de même notable, parce qu'il faut le remettre en face des grandeurs types des installations de stockage dans les ZNI, ce dont mes 2 acolytes parleront dans la suite. Et donc, par contre, les perspectives à l'international, elles, sont assez favorables, parce qu'on a une valorisation dans les ZNI qui est presque toujours positive du point de vue de la collectivité, donc un taux de rentabilité interne qui est suffisant pour déclencher l'investissement.
Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Patrick pour l'introduction du speaker. Merci Christopher. Merci pour cette présentation très large, exhaustive. Laissez la parole, voilà, à Christian. Donc, je rappelle qu'il est chef de mission Smart Grid à EDF SEI, Système électrique insulaire, qui va nous présenter son activité, l'activité de l'EDF, importante dans ces DROM. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai l'honneur de vous présenter effectivement pour EDF les activités de stockage que nous avons dans l'outre-mer et en Corse. Je travaille à EDF, Direction Système énergétique insulaire, qui s'occupe de ces territoires-là. Et donc effectivement, pour rebondir, nous sommes donc bien présents dans les départements outre-mer et en Corse, et non pas dans les autres territoires. Vous voyez d'ailleurs la carte de nos présences. Donc vous avez les 4 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion de l'outre-mer. Et puis bien entendu la Corse qui est faiblement interconnectée. La Corse qui dispose d'un câble qui vient de l'Italie et qui transite, sur lequel en fait est prélevée une petite puissance, mais c'est essentiellement un câble qui va en Sardaigne. Donc la Corse figure parmi les ZNI, les zones non interconnectées, malgré bien entendu sa faible connexion, car tout ce qui a été dit ce matin sur la difficulté d'un petit système énergétique et de sa fragilité, ça s'applique également à la Corse. Donc si je fais un lien avec l'étude PEPS qui a été montrée juste à l'instant, vous voyez, si vous regardez les puissances dans les différents territoires, en réalité, peut-être la Corse avec 500 MW s'approche à peu près de ce qui était montré. Il y a d'autres territoires qui sont en termes de taille et de puissance inférieurs. Mais on rentre bien dans l'ordre de grandeur de ce qui a été montré dans l'étude PEPS. Une particularité des départements d'outre-mer et de la Corse, donc des systèmes énergétiques français rattachés, donc, où EDF SEI a une présence, et le principe de la continuité territoriale. Bien entendu, la péréquation tarifaire, autrement dit, l'utilisateur dans ces territoires, le client d'EDF, paye le même prix de l'électricité qu'en métropole. Or, les prix de production, les coûts de production sont sensiblement plus élevés pour toutes les raisons que vous avez entendues tout à l'heure. Le modèle qu'a retenu le législateur pour ces territoires, donc avec la péréquation, conduit à une organisation d'EDF qui est celle qui a été également l'organisation en métropole avant la libéralisation des marchés. Vous avez la libéralisation uniquement, donc le marché concurrentiel uniquement sur la partie production. Le reste d'EDF dans les ZNI est intégré. Ce qui veut dire que EDF assure à la fois la commercialisation, une partie de la production et la distribution et le transport de l'énergie. À ce titre-là, la CSPE, c'est un fonds de compensation, compense les surcoûts. Donc EDF est acheteur unique de l'énergie qui provient d'autres producteurs, produit même et distribue et commercialise l'énergie au tarif péréqué, donc typiquement le tarif résidentiel autour de 12 centimes le kilowattheure, alors que le prix de production est bien supérieur. La différence est compensée par ce fonds de compensation qui est la CSPE. Dans ce contexte, et dans le contexte également de ce qui a été présenté ce matin sur le stockage, bien entendu, la flexibilité que peut introduire le stockage, à la fois pour augmenter la stabilité des systèmes énergétiques, qui sont plus fragiles dans les îles, mais également pour réduire dans sa globalité le coût de production, le stockage, il représente un intérêt objectif dans ces territoires, à la fois en termes de réactivité, ce qui est très important, techniquement parlant. Le stockage est un moyen très intéressant pour le système électrique. Il réagit en quelques millisecondes, là où, si je parle en termes techniques, en termes de réserve primaire, un groupe tournant mettra plus de temps.
Les systèmes de stockage peuvent être adaptés aux besoins. Ils sont modulaires. On peut concevoir des systèmes de stockage qui conviennent aux besoins en termes de ratio énergie-puissance. Les contraintes d'installation sont comparativement légères par rapport, bien entendu, si on fait référence à des barrages hydrauliques où les contraintes d'installation sont bien supérieures, ou encore des centrales thermiques qui peuvent connaître des contraintes plus fortes. Donc le stockage est généralement facile à implanter et possède de ce fait un potentiel de développement très très important. Les coûts, généralement en baisse, aident et vont très certainement faire une place de plus en plus importante au stockage dans le futur. Dernier point à ne pas oublier, c'est une filière industrielle qui certes parfois fait intervenir des éléments dangereux, voire toxiques, sauf que la maîtrise de ces éléments sur toute la chaîne et le recyclage fait que c'est des composants qui vont très certainement avoir leur place dans le parc, y compris les îles, dans le futur. Je vais vous parler dans cet exposé de deux réalisations, de deux projets, dont le premier est ici à l'écran, qui a vu le jour en 2009, qui est une batterie sodium-soufre. Le deuxième projet que je vais présenter est un projet dans le résidentiel avec des batteries de plus petite taille. On va y arriver dans quelques instants. Le premier projet, donc, installation d'une batterie sodium-soufre de 1 MW, 7 MWh, à l'île de la Réunion, auprès d'un poste source, donc de conversion HTA 15 kV. Et cette batterie, dans un premier temps, son business plan, sa rentabilité a été calculée sur le transfert d'énergie. Ce qu'on a entendu, ce que nous avons discuté ce matin. Donc en gros, je charge la batterie quand j'ai de l'énergie peu chère et disponible, et je la décharge typiquement à la pointe du soir pour faire l'économie des moyens de pointe les plus coûteuses. C'est une batterie de technologie chaude, donc une batterie qui tourne à 300 degrés. Le sodium y est en état liquide. C'est une technologie d'un constructeur, dans notre cas NGK, un constructeur japonais, qui a réalisé ici pour ce constructeur la première installation en 2009 en Europe. La batterie a été mise en service en 2009 et a tourné pendant 2 ans dans cette configuration avec le petit graphe que vous voyez, donc, qui a transféré de l'énergie. Elle a connu une deuxième forme d'exploitation dans la suite. La première phase, elle a servi à montrer la faisabilité de ce type de commande. Et la deuxième phase a consisté à adosser à cette batterie 2 parcs de production, solaire et éolien, et de prendre en compte donc, la variabilité de cette production et d'introduire la flexibilité via la batterie et finalement, ce que vous voyez typiquement le petit graphe, même s'il est extrêmement schématique, de construire des plateaux. C'est-à-dire qu'une centrale photovoltaïque qui peut connaître de fortes variations, cette batterie a pu servir à créer une petite rampe le matin, un plateau à puissance constante dans la journée, indépendamment du réel ensoleillement et de la réelle production, et puis une rampe de baisse le soir, et ceci tous les jours. Le schéma sur la droite, un peu complexe, peu importe tout ce qui est écrit ici, en fait, vous voyez l'île de la Réunion avec les différents moyens de production. Ce qui est entouré, c'est les moyens qui ont participé à ce projet, à savoir donc la batterie qui est placée auprès du poste, donc en haut, donc dans le nord-est Saint-André, batterie de 1 MW, et puis 2 fermes solaires et une ferme éolienne couplées à ce projet-là. Le principe donc, du projet, les fermes ENR, solaires et éoliens, existaient déjà. Ça ne faisait pas partie du projet. La batterie, elle a été installée, vous l'avez vu, dans un premier temps pour transférer de l'énergie. Là, elle est également existante. Elle est utilisée pour ce nouveau projet.
Le projet intègre deux grandes composantes. Elle intègre à la fois un cahier des charges pour la sortie de la production, c'est la rampe, le trapèze qu'on a vu tout à l'heure. Elle intègre également une composante de prévision. Cette prévision servant à pouvoir estimer de manière détaillée soit un horizon de 2 jours, soit un horizon beaucoup plus court de quelques dizaines de minutes, ce que va être la production des différentes centrales. Et de cette manière-là, on met à disposition du système électrique un outil intégré, production plus stockage, qui, de manière résultante, fournit donc un courant et une puissance à la fois lissée, mais également prévisible. Prévisible, ce qui permet au dispatcher, à l'organe de contrôle du système électrique, de démarrer, si besoin, les autres moyens de production et à être au rendez-vous quand la demande augmente. Donc ce projet, il s'est terminé cette année. Il a surtout permis de démontrer la faisabilité de ce type de dispositif. Et dans la suite, on rentre dans une exploitation tout à fait commerciale de cette batterie, en couplage aux moyens de production, non plus aux 3 qui ont été cités, mais à l'ensemble des moyens de production, donc aux résultats agrégés de tous les parcs pour jouer ce même rôle. Alors, aujourd'hui, bien entendu, ce que je viens de dire avec l'agrégation est finalement le même mot que vous avez utilisé à l'instant, c'est le foisonnement. En réalité, ce qui bénéficie à ce type d'approche, c'est qu'un parc solaire typiquement dans le nord de l'île et un autre dans le sud de l'île, ils ne vont pas avoir exactement les mêmes formes d'intermittence. Donc l'intérêt de ne pas adosser le stockage individuellement à chaque parc est bien évidemment de profiter de ce foisonnement, de cette superposition de différentes formes de production et de ne lisser que la résultante qui est en fait la moyenne de tous les parcs. Ce qui me permet de passer sur un tout autre projet, le projet millénaire. Projet millénaire qui est un projet qui a été retenu par l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir. Projet dans le résidentiel. Donc on n'est pas dans des tailles type 1 MW, voire plus grand. On est sur des petites batteries résidentielles chez des participants au projet qui ont une installation photovoltaïque de 3 kW crête et une batterie de 4 kWh chez eux. Et cette batterie est mise à disposition du système électrique. Autrement dit, elle est interconnectée via une voie de communication avec le centre de dispatching d'EDF. Ont participé à ce projet plusieurs industriels, dont notamment Saft, donc Michael Lippert qui va vous parler dans quelques instants, fournisseur de la batterie lithium-ion, et également d'autres acteurs, Schneider Electric et Senzil, et sans oublier une deuxième composante du projet qui portait là, pas sur le stockage, donc je ne vais pas insister plus sur cette partie-là, mais ça mérite d'être mentionné. La flexibilité, elle peut être apportée par la batterie qui apporte de la puissance, mais elle peut être également apportée par l'effacement. Ce qu'on appelle l'effacement, c'est d'arrêter temporairement les utilisations. C'est la deuxième composante de ce projet où, avec des box pilotées, nous avons pu arrêter des consommations sur un signal venant du dispatching. 200 systèmes photovoltaïques stockage ont donc été installés sur 3 territoires, la Corse, la Guadeloupe et la Réunion. Et je vais vous détailler de quelle manière ceci a fonctionné. Donc en fait, vous avez les différents systèmes qui sont interconnectés, qui communiquent de manière... Donc il y a un agrégateur qui reçoit les signaux des 200 systèmes, qui les regroupe et les rapatrie donc au centre de commande, au dispatching de chaque île. Ces systèmes communiquent donc essentiellement leur état de charge, qui est l'élément qui permet au dispatcher de savoir de combien d'énergie
la puissance, il la connaît, de combien d'énergie il dispose pour faire réagir ces systèmes-là de manière globale. La batterie, elle a servi donc à la fois au système électrique, mais également aux particuliers. C'est-à-dire qu'ici, il y a un intérêt combiné, et ce qui justifie l'implantation dans le foyer résidentiel. La batterie, elle servait également à la sécurisation en cas de coupure. Les coupures étant, de par la fragilité structurelle plus importante des systèmes, quelque chose qu'on ne peut pas totalement éviter, coupures donc plus fréquentes dans les îles qu'en métropole, les habitants généralement apprécient un service qui peut permettre l'alimentation continue en électricité. Donc ce service-là est bien pour le particulier. Pour le système électrique, nous avons mis en œuvre 3 services systèmes. Le soutien fréquence. Soutien fréquence est bien la capacité de la batterie de réagir en quelques millisecondes, de se substituer à de la réserve primaire, donc à venir en aide, en support du système dès lors qu'il y a un incident, perte d'un groupe, un défaut sur une partie du système. Deuxième service, le lissage de la production. Donc ici, nous avons lissé localement la production photovoltaïque. Et le troisième, c'est la gestion de l'équilibre offre-demande, c'est-à-dire que c'est le transport de l'énergie. Donc sur la base de ces systèmes que vous voyez ici à l'écran, je vais juste pointer pour que... bon, je ne vais pas pointer. Ah oui, si. Si. Donc la batterie... On ne la voit pas. Bon. La batterie est bien cet élément-là, soit installé à l'intérieur des maisons, soit dans une baie plus importante, dans le cas où elle était installée à l'extérieur, où elle ne pouvait pas être accueillie à l'intérieur des maisons. Donc l'ensemble de ces dispositifs ont donc bien permis d'alimenter à la fois les clients en cas de coupure, mais également de fournir ces services systèmes. Je ne vais pas rentrer dans le petit graphe qui montre une chose qui est essentielle, c'est que les différents services ont été superposés. Donc la batterie, elle jouait tous ces services qu'on a montrés au même temps, de manière proportionnelle, et en fonction de ses capacités, de l'énergie qui était stockée dans chacune de ces batteries-là. Le bilan et la question quel modèle économique finalement découle de cette approche. Premièrement, à noter qu'il y avait un très très grand intérêt dans la population pour ce type de système. C'est un intérêt qui s'explique par le contexte insulaire, la plus grande sensibilité des populations, une démarche éco-citoyenne, mais également un intérêt croissant pour l'autoconsommation. Les bénéfices partagés permettent aux particuliers qui investissent dans la batterie de trouver pour lui-même un intérêt. Le modèle de millénaire visait bien, avec la mise en œuvre des services systèmes, un modèle où potentiellement dans le futur, ce type de système, de service serait rémunéré. Ce n'était pas le cas dans le cadre du projet millénaire. Dans le cadre du projet millénaire, la batterie était gratuite. Les coûts aujourd'hui, à l'état expérimental, sont encore élevés. Mais on voit bien, et c'est le point sur lequel je vais conclure, qu'aujourd'hui, la batterie permet de fournir un vrai service. On a d'ailleurs établi une hiérarchie dans les différents services. Vous vous souvenez, donc on a lissé localement. Sans grande surprise, on a déjà parlé de foisonnement. Ça ne va pas vous surprendre si je vous dis que le lissage de beaucoup de systèmes diffus résidentiels, le lissage au niveau local apporte relativement peu de valeur. Intuitivement, je pense qu'on le comprend, c'est le foisonnement géographique qui fait que si vous lissez dans le nord de l'île, vous avez tout intérêt, enfin vous avez toutes les chances qu'au moment où vous injectez dans la batterie dans le nord, vous soutirez d'une autre batterie dans le sud. Donc le lissage apporte peu de valeur. Le transfert d'énergie des moments où vous produisez beaucoup vers d'autres moments apporte une valeur, mais qui est comparativement petite au service qui apporte le plus de valeur, qui est le soutien de fréquence. J'arrive sur la conclusion. Le soutien fréquence, qui est donc bien le service qui
aide au système électrique à gérer les aléas, les difficultés où vous avez la perte d'un groupe, où vous avez besoin de réserve primaire. Cette réserve primaire, elle est fournie de manière standard par tous les producteurs. Chaque producteur sur une île a une obligation de fournir 10% de réserve primaire. C'est inclus dans tous les contrats, à part pour le solaire et l'éolien, source qu'on appelle parfois de manière péjorative fatale, parce que ces moyens-là, par définition, ne peuvent pas fournir de la réserve primaire. Donc en fait, cette réserve primaire, si vous avez donc un certain nombre de groupes thermiques sur l'île qui, en cas de besoin, sont appelés, donc qui réservent à tout moment 10% et qui, en cas de besoin, fournissent ces 10%. Le modèle de valorisation consiste pure et simplement à dire, si on libère cette réserve, c'est-à-dire que les investissements faits dans ces groupes peuvent être utilisés non pas à 90%, mais à 100%, cette valeur qui est générée, elle est récupérée par la batterie. Donc une des conclusions est que ce service de soutien fréquence comporte beaucoup de valeur et permet aujourd'hui de construire des modèles économiques, à savoir donc des investissements rentables dans des batteries qui sont dédiées au soutien fréquence. Comme vous venez de voir Millénaire, je me permets de dire que c'est un modèle qui est plus adapté, on l'a vu tout à l'heure sur les considérations de la batterie Pégase, de la batterie sodium-soufre, est une approche qui est plus justifiée en centralisé. Pour des raisons très simples, dans le résidentiel, vous avez aujourd'hui, si vous placez vos moyens de réserve primaire sur des départs basse tension, des départs résidentiels, c'est ces départs-là qui servent au gestionnaire du système en cas de difficulté, par délestage, à éviter un blackout généralisé. C'est-à-dire que si on n'a plus d'autres moyens, de manière sélective, on va sélectionner des départs qu'on va déconnecter. Si vous avez vos moyens de réserve primaire sur ces départs-là que vous allez déconnecter, vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assise. Donc c'est un dispositif qui se justifie avant tout de manière plus centralisée à des nœuds que vous n'allez jamais déconnecter à la main du gestionnaire du système. Je vais terminer sur ce point-là. Vous avez donc vu différentes approches sur le stockage, ce qui ressort de manière extrêmement synthétique, une valeur dominante identifiée aujourd'hui, le soutien fréquence, donc la constitution d'une réserve primaire, et lié à ça, des installations de batterie de taille plutôt conséquente de manière centralisée. Aujourd'hui, SEI a plusieurs projets dans toutes les îles de manière concrète aux Antilles, où nous visons des installations de batterie de taille minimum 5 MW sur la base de ce modèle-là. Je vous remercie de votre attention. Merci Christian. Merci pour le respect du timing qui permettra d'avoir un débat après la présentation de Michael Lippert, donc le dernier intervenant à cette table ronde en présentation. Michael est directeur du marketing chez Saft. Merci Michael. Et j'ai 20 minutes, c'est ça? Tu as 20 minutes, voilà, pour laisser 20 minutes au moins de débat avec la salle. D'accord. Bon, merci Patrick. Bonjour mesdames et messieurs. Merci de venir quand même assez nombreux pour cet atelier. Maintenant, vous êtes vraiment spécialiste des fonctionnalités du stockage, notamment dans les ZNI, et vous avez vu déjà ce qu'on fait en France. Je vous apporte, en tant que fabricant de batteries lithium-ion, quelques exemples, et j'essaie de dépasser un peu les frontières de la France. Donc, je vous ai apporté quelques exemples qui viennent un peu de partout dans le monde. Et donc, je vais vous parler tout particulièrement du rôle des batteries lithium-ion, qui est notre spécialité, parce qu'on est un fabricant français de cette technologie. Je confirme ce que disait notamment Christian. La première préoccupation dans les zones non interconnectées, c'est la stabilité du réseau. La stabilité du réseau qui est beaucoup plus vulnérable, on l'a entendu, par rapport à des variations de la production, notamment photovoltaïque et éolienne. Vous voyez là sur le graphe, là c'est... Ah oui, non, ça disparaît. On voit sur le mur, mais...
mais une fois ici sur l'écran, je suis désolé. Bon, vous voyez là dans les couleurs 3 journées différentes, et vous voyez il y a des jours qui sont relativement homogènes, et il y a des jours où il y a des variations court terme assez importantes. Il y a d'autres jours où carrément à partir de 15 h l'après-midi, il y a des nuages et la production est proche de zéro. Donc nous avons une variabilité court terme, notamment du photovoltaïque, qui est importante, qui est d'ailleurs plus importante que l'éolien, qui fait aussi que la prévisibilité, malgré tous les modèles et tous les progrès qu'on fait en prévision, maintient une certaine erreur qu'on n'a pas complètement pu effacer. Donc tous les modèles de prévision maintiennent ou gardent une erreur de forecasting. Et bien sûr, plus il y a de pénétration d'énergie renouvelable, plus ces problèmes s'accentuent. Mais heureusement pour nous, on va dire, notamment dans des îles dans l'hémisphère sud, les conditions des fois d'éolien, de vent, mais aussi de solaire sont très bonnes. Si vous avez lu les Échos hier, le photovoltaïque notamment atteint un niveau de compétitivité par rapport à d'autres moyens de production qui est important. De là le fort intérêt d'équiper ces zones-là en moyens de production photovoltaïque. Et les réseaux n'ont pas d'inertie. De là, le sujet de la stabilité, où on n'a pas d'inertie, non, relativement peu de machines tournantes, je vais être beaucoup plus précis, sous l'œil des spécialistes. Plus il y a de pénétration d'éolien ou de photovoltaïque, moins il y a de machines tournantes, donc moins il y a d'inertie qui assure une stabilité de fréquence, donc plus ces systèmes sont vulnérables à, par exemple, la perte d'un groupe de production. Et ça, vous voyez peut-être pas très bien dans le deuxième graphe en dessous, qui simule une perte d'un groupe de production tournante sur une île. La capacité, ici dans les couleurs jaunes à peu près, ça veut dire un moyen de stockage de 3 MW, 3-4 MW, qui permet de restabiliser immédiatement, en quelques millisecondes, la fréquence et qui évite que la fréquence chute en dessous d'un niveau qui serait critique pour l'île, qui menacerait la stabilité du système et qui déclencherait des délestages sur l'île. Voilà. Après cette introduction un peu théorique, on passe à des choses plus pratiques. Très concrètement, ce qu'on fait le plus souvent, c'est ce qu'on appelle des contrôles des pentes. Donc un cahier des charges qui nous demande de limiter la variabilité de l'injection solaire ou éolien sur le réseau à court terme. Au niveau de la batterie, le résultat, c'est beaucoup de petits cycles. Elle se charge, se décharge dans des petites PDD, profondeur de décharge, ou en anglais, depth of discharge, DOD. Donc il y a un grand nombre de petits cycles, mais cumulés sur une journée, la batterie peut se décharger plusieurs fois dans la journée. Donc, pour un système photovoltaïque, pour, disons, une ferme typique de 10 MW solaire, on va installer, et vous l'avez là sur l'écran, à peu près 5 MW de puissance, mais seulement 1,3 MWh, donc relativement peu de capacité en énergie. Mais cette batterie, elle va se décharger et charger en cumulé sur la journée 2 à 3 fois. En éolien, la variabilité est moindre, on installe moins de capacité et moins de puissance. Et voici un exemple. On est en Amérique latine, à Puerto Rico. C'est effectivement une ferme de 10 MW. Et on installe 4,5 MW de stockage. C'est le cahier des charges ici de l'opérateur. Pour nous, ça fait 3 conteneurs de 20 pieds avec des batteries lithium-ion à l'intérieur. Donc, en nominal, ça fait 5 MW, mais on installe 5 MW pour être sûr qu'au bout de 10-15 ans, on a toujours les 4,5 qui sont demandés. Il y a ici effectivement un contrat d'exploitation sur 25 ans. Vous voyez ici sur l'image
Qu'est-ce que ça veut dire contrôle des pentes? Vous voyez en rouge, je ne peux pas pointer, en rouge, la production, ici c'est moins de 10 minutes, hein, en rouge la production photovoltaïque, et on va admettre que quand il y a un impact de nuages, la production baisse, ou l'injection, la puissance injectée sur le réseau baisse, mais beaucoup plus lentement, donc on ralentit cette baisse. Très concrètement, ici, on nous impose une variation qui ne dépasse pas 10% de la puissance nominale de la ferme par minute. Donc, une ferme de 10 MW ne peut pas varier de plus ou moins 1 MW par minute. Par-dessus cette demande, il y a une deuxième qui est le support en fréquence. Donc, la batterie doit en même temps, en cas de déviation de la fréquence du réseau, pouvoir injecter ou absorber de la puissance active. Et ça, c'est ce qu'on voit sur... Je vais aller ici. C'est ce qu'on voit, ou c'est ce qu'on essaie de montrer ici. Toujours en rouge, le photovoltaïque tel qu'il produit. Tant que la fréquence est à peu près dans la bande normale, eh bien, l'injection est à peu près la moyenne de la production photovoltaïque. Ici, nous voyons, pour une raison X, une déviation de la fréquence du réseau. Eh bien, à ce moment-là, l'injection sur le réseau, depuis la batterie, supportée par la batterie, va être supérieure à la moyenne de la production photovoltaïque. Donc, on va aider la fréquence réseau à se stabiliser, qui est trop basse, en injectant plus de puissance. Et à l'inverse, si la fréquence sur le réseau baisse, eh bien, on va injecter moins de puissance, on va réduire la puissance active sur le réseau pour pour baisser la fréquence. Voilà un exemple concret. Maintenant, je vous ramène en Europe, dans le nord d'Europe. C'est un exemple sur les îles Féroé. Et ici, un exemple éolien. Les îles Féroé ont un objectif d'avoir une grande quantité d'énergie renouvelable, et notamment éolien. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de PV là-bas. Leur objectif, c'est d'avoir 75% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. C'est considérable. Ils avaient 6 MW d'éolien en 2013. Ils ont installé 12 MW supplémentaires l'année dernière. Et ils vont ajouter à cette ferme un dispositif de stockage de seulement 2 MW. Mais ces 2 MW de stockage vont leur permettre, avec à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire contrôle des pentes et support en fréquence, d'exploiter ou d'utiliser à fond cette nouvelle ferme éolienne. Je peux vous dire aujourd'hui, ces 12 MW sont bridés et il y a à peu près une perte de productible de l'ordre de 25%. Aujourd'hui, ils peuvent justement, parce que le réseau souffrait trop de cette variabilité, ils brident, ils réduisent le productible et ils attendent l'installation de la batterie qui est produite, qui est sur son chemin, qui va être installée à la fin de l'année pour assurer ces fonctions-là. Ici encore une fois, pour 12 MW d'éolien, on installe 2 MW inférieurs à 1 MWh de capacité, donc une batterie assez puissante, de faible capacité, pour assurer ces petits cycles. Un autre exemple, là on retourne en Amérique latine, en Bolivie, dans la forêt amazonienne. Je voulais vous amener ça parce qu'on travaille également beaucoup, et notamment sur des zones non interconnectées, sur ce qu'on appelle des micro-réseaux. Donc des réseaux qui sont effectivement pas sur une île, mais qui sont non électrifiés et où on installe des réseaux souvent à base de générateurs diesel, ou souvent qui existent à base de générateurs diesel. On rajoute à ces réseaux des fermes photovoltaïques, parce que le photovoltaïque, le kilowattheure photovoltaïque est aujourd'hui économiquement, surtout dans les zones éloignées, bien plus intéressante que le diesel. Le diesel en tant que tel coûte, mais c'est surtout le fait de l'acheminer dans des endroits éloignés qui est cher, donc le coût de transport. Et là encore,
on rajoute une batterie plutôt puissante, a priori, pour optimiser le fonctionnement de l'ensemble du système entre le diesel, le photovoltaïque et une batterie. L'exemple ici, c'est un parc de 16 MW de diesel, mais qui ne fonctionne au maximum à 9 MW. Donc la pointe à Kobija est de 9 MW. On a rajouté 5 MW de photovoltaïque et une batterie de 2,2 MW de lithium-ion, 1,2 MWh. Voilà, vous voyez quelques photos. Et ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il y a multiples façons de rentabiliser ces systèmes. Les mécanismes de rentabilité sont premièrement, bien sûr, on augmente la pénétration du photovoltaïque. C'est-à-dire sur 10 MW de diesel, vous pouvez installer, certes, 1 ou 2 MW de photovoltaïque sans précaution particulière. Mais la production photovoltaïque, la contribution sera relativement faible. Ici, on cherche à pousser la pénétration photovoltaïque à 50 ou à 100%, c'est-à-dire pour 10 MW de diesel, de rajouter 10 MW de photovoltaïque. Et là, vous commencez à regarder comment on gère la cogénération des deux. Mais plus vous ajoutez du photovoltaïque, moins le diesel produit, plus vous économisez en diesel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est très important. Sans stockage, le diesel va tourner tout le temps. Il va tourner pour assurer une stabilité du réseau et une charge de base. Et il va tourner, il va compenser les variations de production photovoltaïque. Or, vous savez très bien, un diesel, il y a un point de fonctionnement optimal. Si on arrive à le faire fonctionner à ce point de fonctionnement et à un régime relativement stable, pour une même production en mégawattheure, il consomme beaucoup moins. Et donc, ça, c'est le deuxième levier ici. On fait fonctionner les diesels un minimum de temps et surtout un point opérationnel qui est l'optimum. Voire même le troisième point, si on a des batteries là un peu plus conséquentes, on peut l'arrêter de temps en temps. On arrête le diesel, on fonctionne uniquement sur PV batterie. Quand la batterie est vide, on redémarre le diesel. Vous voyez, c'est un peu technique, mais c'est très très intéressant et c'est un modèle qui, sur les 2-3 dernières années, a émergé et je vous ai montré l'exemple en Bolivie qui est de fait aujourd'hui la plus grande centrale hybride diesel PV batterie dans le monde. J'arrive à l'autre ou d'autres types d'applications qui sont plus capacitives. Je vous ai montré ici toutes des applications où la batterie assure surtout la variabilité court terme, donc dans les pointes, le réglage de fréquence. Mais bien sûr, nous travaillons également sur, par exemple, l'appel d'offres français qui fonctionne selon le schéma là, c'est-à-dire en écrète, c'est-à-dire en stock, toute une quantité de production photovoltaïque pour la déstocker à un autre moment de la journée. Ceci résulte dans un profil de fonctionnement de la batterie qui est différent. Elle aura des cycles de charge, de décharge beaucoup plus profonds. Elle ne va pas faire juste des petits cycles, elle va se décharger a priori complètement en fin de journée, par exemple, pour être rechargée à un autre moment. On va là toujours pour, disons, 10 MW de photovoltaïque, installer 5 MW de puissance, mais on va installer 10 MWh d'énergie. Donc une batterie beaucoup plus importante. Et elle va fonctionner, comme je disais, à des profondeurs de décharge et un rythme qui est différent. Et là, c'est l'exemple de la Réunion, effectivement, selon le cahier des charges des appels d'offres creux, où nous avons installé sur une ferme de, ici précisément 9 MW crête, une batterie de 9 MWh et qui fonctionne depuis plus d'1 an. Le dernier, pour vous faire rêver peut-être, là c'est un exemple à Hawaï. À Hawaï également, il y a beaucoup de photovoltaïque. Il y a un opérateur qui est verticalement intégré, c'est-à-dire il est à la fois producteur, responsable de l'équilibre offre-demande, gestionnaire du réseau.
Donc il a installé effectivement une batterie plutôt capacitive, mais là encore, il va utiliser différents services à la fois. Il va faire un support fréquence tout d'abord, il va assurer le lissage ou les contrôles des pentes d'un certain nombre de parcs photovoltaïques, et il va en même temps gérer les pointes sur le réseau, c'est-à-dire le cas échéant, valoriser la valeur capacitive ou la valeur arbitrage, mais ici c'est plus la valeur capacitive de la batterie. Je veux dire par là, si vous installez évidemment une batterie plus énergétique, elle coûte plus cher, parce que ce qui coûte dans la batterie, c'est son énergie, c'est les nombres de mégawattheures installés. Et par conséquent, pour la valoriser, eh bien, il faut cumuler différentes valeurs à la fois avec une même batterie. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible, et les exemples que je vous ai amenés montrent que c'est tout à fait opérationnel et une réalité aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas d'autres conclusions, je crois. Je vous remercie de votre attention. On remercie Michael, en multilangue d'ailleurs. Vielen Dank, Michael. On va démarrer le débat. Y a-t-il des questions pour entamer? Bon, la présentation était assez complète. On a vu l'ensemble des technologies, les projets démonstrateurs avec des FSEI, les modalités d'apport de fonctions système avec Michael et sur les batteries. Allez-y. Qui ouvre le débat? Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Nicolas Deporter, Calisteo. Monsieur Dams a parlé d'autoconsommation tout à l'heure, donc on en parle de plus en plus. Ma question était pour Monsieur Lippert, au niveau de Saft, pour une maison, donc, par exemple les batteries Tesla c'est 7 kWh et 10 kWh. Chez vous, quel est le prix d'une batterie et quelle est sa durée de vie afin de savoir s'il y a un réel intérêt à investir dans un but d'autoconsommation? Merci. Vous voulez savoir le prix de la batterie aujourd'hui ou aujourd'hui et à quel point il va pouvoir oui, descendre dans les prochaines années, justement. Oui. Ouais. C'est une question cruciale. La réponse plus facile, c'est la durée de vie. La durée de vie des batteries lithium-ion et notamment des nôtres. Dans une application typique, disons autoconsommation avec un cycle pas complet journalier, c'est de l'ordre de 20 ans. Bon, donc, effectivement, la batterie peut faire un cycle complet par jour pendant 20 ans, si les conditions environnementales sont à peu près correctes. Dans les exemples que je vous ai montrés, où la batterie décharge 4-5 fois la capacité par jour, évidemment, c'est autre chose. Sur les prix, je peux vous dire que quand le marché a commencé à exister à peu près dans les années aux alentours de 2010, on annonçait que le prix allait diviser par 2 dans la décennie. Les prix baissent beaucoup plus rapidement que ça, y inclut les nôtres. On est à l'horizon 2015-2016, on a divisé à peu près le prix par 2. C'est difficile de parler d'un prix au kilowattheure, et vous comprenez bien, pas envie de commenter les annonces de Tesla, c'est extrêmement complexe et ça a surtout un effet d'annonce en tant que tel. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le lithium-ion a pris une part importante sur le marché des systèmes de stockage d'énergie. Le marché résidentiel, c'est-à-dire stockage, autoconsommation, on est une partie. Certains fournisseurs ou certaines sociétés se positionnent là-dessus. Tesla a beaucoup d'annonces, évidemment, avec un effet d'annonce. La société Saft, en tant que telle, nous sommes beaucoup plus présents sur des systèmes de grande taille et où les exigences techniques sont plus dans l'ordre de ce que je vous ai montré. Voilà. Après, je ne veux pas complètement esquiver la question, mais annoncer un prix, surtout dans le résidentiel,
on est quasiment sûr de ne pas comparer apples to apples. Parce qu'il y a la taille de la batterie, les différents services qu'elle peut fournir, quel scope, vous parlez de la batterie, un prix distributeur, vous parlez du système de stockage avec son onduleur au prix au consommateur final. Voilà, c'est trop complexe pour vous donner une réponse. Voilà, appelez Mickaël, vous aurez un devis adapté, circonstancié au cas par cas. Une autre question. Oui, bonjour, Gauthier Châtelus, Caisse des dépôts. J'ai une question sur le pourcentage d'intermittents qu'on peut mettre aujourd'hui, qui est autour de 30% maximum dans les ADANI. Est-ce que les systèmes que vous testez là, de batterie, notamment à la fois réglage fréquence et capacité, peuvent permettre d'envisager une augmentation forte de cette énergie intermittente, et quelles sont les autres contraintes techniques à laquelle les batteries ne peuvent pas répondre, notamment en termes d'inertie, comme vous l'avez cité, manque de machines tournantes. Je me permets de répondre pour EDF. Donc effectivement, pour revenir sur les 30% que vous évoquez, c'est un décret. Donc aujourd'hui, c'est une limite réglementaire, mais qui en réalité répond à ce que nous observons dans les territoires, à savoir qu'à partir d'un certain seuil, qu'il soit à 30, à 28 ou à 32, ça se discute, mais de cet ordre de grandeur-là, que la stabilité devient de plus en plus difficile à garantir. Donc 30%, bien entendu, de sources intermittentes non garanties. Le stockage, et nous l'avons vu, permet d'apporter des flexibilités, et à ce titre-là, bien entendu, permet de relever ce seuil. Aujourd'hui, dans la PPE, la programmation pluriannuelle des énergies, nous avons inscrit, donc avec notamment, pour vous donner des ordres de grandeur, avec des batteries de 5 MW dans nos territoires, on pourrait augmenter ce seuil de 5%. Et ceci donc à l'horizon 2018. C'est le temps de mettre en œuvre ces dispositifs et donc de remonter. On pourra, avec plus de capacité, encore remonter ce seuil. On arrive néanmoins à une limite. Et je pense que c'est la deuxième partie de votre question. La réserve primaire, qui est identifiée ici comme levier d'introduire des flexibilités par la batterie, ben elle a ses limites. Donc le réservoir n'est pas infini, et après il faut approcher d'autres leviers. Il y a d'autres leviers qui sont en principe déjà à notre main aujourd'hui, mais qui relèvent en fait de l'organisationnel, de la vérification. Aujourd'hui déjà, si on arrivait à maîtriser les déconnexions intempestives des moyens de production, on pourrait aller plus loin. Je m'explique. Tous les dispositifs de production doivent, pour des raisons de sûreté du système, se déconnecter en cas de baisse de fréquence tension qui laisse penser qu'il y a un défaut sur le système. Pour ne pas alimenter le défaut, ces systèmes de production se déconnectent. Il y a des seuils qui sont définis pour ça, qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus serrés en métropole que dans les territoires insulaires, pour les raisons que nous avons évoquées maintenant à plusieurs reprises, pour les raisons structurelles de fragilité du système. Nous observons aujourd'hui que beaucoup de producteurs se déconnectent très rapidement lors des excursions de fréquence, trop rapidement, et ils aggravent de ce fait en réalité le défaut qui peut exister, ou la défaillance ou l'aléa, et il serait souhaitable qu'ils restent connectés. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, c'est qu'à 46 Hz seulement que, selon le référentiel technique de SEI, un producteur doit se déconnecter. Il y en a beaucoup qui se déconnectent avant. Donc ça, c'est un élément sur lequel on peut jouer. Un deuxième élément, je parlais tout à l'heure dans mon exposé de délestage. Alors qu'un des moyens, le dernier recours, quand on a passé un premier niveau où on sent que le système va être en difficulté, on commence à délester. On a plusieurs grandes délestages. La grande difficulté aujourd'hui avec une production diffuse, c'est que vous avez des productions sur les départs que vous délestez. C'est une vraie difficulté, c'est qu'à la fois vous aidez le système, vous enlevez de la consommation, mais vous enlevez également de la production. Donc aujourd'hui, c'est également, je parlais tout à l'heure d'aspect organisationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, définir les plans de délestage pour bien choisir là où il y a le moins de production est également un levier pour aller plus loin. Ça suppose la connaissance de tous les moyens de production dans le détail.
Il y a d'autres approches encore, mais je pense qu'avec ça, déjà, on a évoqué un certain nombre de points et on voit bien que finalement, les 30%, finalement, c'est également une limite économique. En mettant les moyens, on peut aller plus loin. Question en anglais, ici. Yes, I have to speak in English. Je peux Can you traduire, hear me? je peux traduire, si vous voulez. Can you hear? Monsieur parle anglais. There is one possibility which I didn't hear any discussion for EDF. Since most of the capacity in these disconnected areas is diesel, one very interesting possibility is to use oil from oil seeds that can be burned directly by diesel, which in certain areas can be grown quite economically. I know of one such project in Zambia, and I'm curious whether you have looked at the amount of land available for something like that in these areas. I think it's a very good question, or rather remark. The difficulty is, for all biomass projects, we have several biomass projects, is the resource. And it's exactly what you're saying. We don't have the land to grow. But the main culture is grown on these islands is sugarcane. And within some of our plants, the residual biomass of the sugarcane is used to produce electricity. There's not much land to expand biomass production to go into the direction that you're pointing. Bad land. This works on bad land. It's more a question already now. It's very limited territories in size, and already now there's limitation to the two main cultures. That is, I named sugarcane, but there's also banana plantation, and beyond these two, there's a very harsh competition on land where you can build. So this is not the land that you're possibly thinking of. So we're very constrained. As Michael told, well, the PV sector is getting cheaper and cheaper, so the competitiveness with the other sources of energy is quite huge with PV components. Yeah. Une autre question? Oui, pardon. Bonjour, Claudio Rimolino de Valorem. Juste une remarque avant de poser ma question à propos de cette limite de 30% qui, comme vous l'avez bien signalé, n'est qu'une limite réglementaire, car on a de nombreux exemples à travers le monde où ce seuil de 30% est bien largement dépassé. Pour ne citer qu'un exemple, c'est l'île del Hierro dans les Canaries espagnoles. Oui, certes, c'est une question de moyens. Je pense que c'est aussi et surtout une question de volonté politique. Maintenant, ma question concerne l'exposé de M. Christopher André. Vous avez parlé d'un gisement dans les ZNI de 200 à 400 mégawatts. Vous parlez d'un gisement de quelle nature? Est-ce que vous comptez là les steppes potentielles? Donc, on compte là toutes les... Il faudrait que je vous renvoie peut-être à l'étude et je vous enverrai les éléments complémentaires. Oui, bien sûr. Parce qu'en effet, c'est un mix de différentes technologies. Et donc, dans les ZNI, dans l'étude, on a considéré uniquement les technologies que je vous ai montrées, donc les batteries les réserves à air comprimé et 4 types de batteries. Dont les steppes ne sont pas comprises. Donc. Les steppes n'ont pas été... n'ont pas été considérés dans cette étude. Qui sont aujourd'hui les moyens les plus rentables et efficaces de stocker l'énergie. Tout à fait. Ouais. C'est vrai, en termes de CAPEX et d'OPEX, la compétition avec les steppes se pose effectivement sur les grandes capacités. Après, dans les ZNI, c'est plus de petite taille et des dénivelés qui ne sont pas forcément toujours disponibles et une acceptabilité plus compliquée puisqu'il faut créer des réservoirs. Donc il y a aussi une réponse aussi en termes de faisabilité technique des différents projets qui se montent. On parle des steppes marines aujourd'hui, c'est une filière effectivement qui
qui doit voir le jour dans un avenir au moins moyen terme, on va dire, avec des possibilités innombrables. Hein, plusieurs projets ont été présentés avec des réservoirs même d'air comprimé sous-marin, pourquoi pas, ou même des balanciers, des masses, qui permettent d'avoir un stockage gravitaire. Donc ça évolue. Je pense qu'effectivement, le panel des solutions techniques va s'élargir dans les prochaines années. Question ? Bonjour, Pierre-Albert Langlois de France Énergie Éolienne. Il a été mentionné que le photovoltaïque, sur sa production à court terme, était assez fortement porteur d'instabilité, en tout cas de variabilité, donc avec des conséquences pour la fréquence, pour le système. Est-ce que c'est pas parce qu'on est sur des moyens de production centralisés à l'échelle de l'île, et si on avait finalement une production plus décentralisée, on aurait moins de variabilité, plus de foisonnement? Une réponse pour Christian ? Sur votre conclusion, elle est très juste. C'est-à-dire que plus vous avez du foisonnement, moins vous avez de la variabilité. Maintenant, la question est à quel niveau vous traitez la variabilité. De manière agrégée, vous pouvez très bien gérer cela de manière centralisée, que vous ayez les moyens de production de manière diffuse ou plus ou moins centralisé. Le centralisé au niveau de la production, il induit deux effets. C'est des effets de dimensionnement des réseaux et des effets de calcul des aléas. C'est-à-dire que vous augmentez effectivement le risque d'indisponibilité sur un moyen, potentiellement sur un moyen centralisé. J'aurais envie de dire, tout ce qui est lié à la flexibilité, tant que vous agissez sur l'agrégat, vous êtes indépendant de cet effet-là. Ce n'est pas vrai si vous lissez, alors tout à l'heure on parlait des appels d'offres creux qui se font à l'échelle d'une centrale. Millénaire, le projet qu'on présentait tout à l'heure, quand je me permettais d'aller vite en disant il y a peu de valeur pour le lissage, c'est parce que ça a été fait individuellement auprès de chaque petite installation diffuse. Vous présentez l'argument inverse. Vous dites, est-ce que l'installation de production diffuse ne génère pas déjà le foisonnement? Oui, vous avez raison. Pourtant, l'autoconsommation qu'on peut constater reste assez faible. Les taux d'autoconsommation sont plutôt bas. La concomitance entre la production PV et la consommation dans l'habitat est quand même limitée. Donc le stockage va l'augmenter, bien sûr, mais à un coût global supérieur. Donc il faut effectivement l'optimiser. Donc les marges d'autoconsommation sont quand même assez limitées. J'ai une question peut-être à vous trois. Quels sont les freins aujourd'hui qu'on doit lever? Tu as parlé, Christian, des appels d'offres aujourd'hui qui sont lancés par la CRE sur les fermes PV plus couplées à du stockage. Alors qu'attend-on de ces appels d'offres et quels sont les freins qu'on peut éventuellement lever à court moyen terme? Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est économique? Qui veut répondre? Ou dans l'ordre, Michael? Bien sûr, la première question, et ce n'est pas un frein, mais c'est une évolution en cours, je ne vais pas le répéter du point de vue économique. Il y a une interaction entre, d'une part, un marché qui est croissant, qui permet aux industriels de se positionner et d'augmenter les volumes, et avec les volumes arrive à la fois la baisse des coûts par les volumes, mais aussi les investissements dans les améliorations techniques, dans la technologie, etc., dans les nouveaux matériaux, dans les systèmes plus efficaces pour baisser le coût. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en cours sur un marché qui, malgré tout, reste aujourd'hui en 2015 encore relativement modeste. Enfin, si on regarde le marché du stockage d'énergie par rapport à l'ensemble du marché des batteries, ça reste petit, mais encore une fois, on y croit vraiment. Bon, après, de façon un peu très hélicoptère, globalement, et pour l'Europe, nous travaillons sur l'évolution du cadre réglementaire. Je ne parle là pas spécifiquement sur les EDNI ou sur les appels d'offres. Le cadre réglementaire européen
disons pour simplifier, ce que nous souhaitons et ce sur quoi on travaille, c'est que le stockage, premièrement, devienne ou ait un statut en tant que tel comme un moyen de flexibilité sur les réseaux. Dans la législation, vous savez, il existe aujourd'hui soit des producteurs, soit du réseau, soit un consommateur. Et le stockage, il est des fois producteur, des fois consommateur. Enfin, la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas vraiment applicable si on essaye à mettre le stockage dans un des tiroirs qui existent. Donc, créer un tiroir supplémentaire est une des approches. Et plus globalement, après, permettre au stockage d'accéder au même titre que d'autres flexibilités, des flexibilités de production, des flexibilités au niveau de la consommation, d'accéder au marché de flexibilité. On parle beaucoup de la flexibilité que nos systèmes ou notre système électrique avec une forte pénétration ENR et surtout les ambitions qu'on a à l'horizon 2030-2050 a besoin davantage de flexibilité. Nous pensons que le stockage est un moyen, mais les conditions réglementaires de marché, d'accès au marché, même les services proprement dits, qu'est-ce que c'est qu'un service de flexibilité, sont, je pense, à repenser. Je vous donne l'exemple des marchés de capacité. On a découvert un sujet au niveau de la capacité. On définit un marché de capacité. Tous les pays en Europe ne sont pas tout à fait d'accord comment le traiter, mais on assiste à l'émergence d'un marché de capacité dans certains pays. Je pense que d'ici 10 ans, on va assister à l'émergence de nouveaux marchés de flexibilité. Je ne sais pas encore comment on va les appeler. Notre objectif, c'est que ce cadre existe et que le stockage, bien sûr, comme d'autres flexibilités, ait accès et que la valeur créée soit rémunérée, ce qui est encore aujourd'hui très, très difficile, notamment si vous essayez d'accumuler plusieurs services, je le disais, réglage de fréquence d'une part, mais aussi faire gestion des pointes ou apporter d'autres services réseau en support de tension, par exemple. Donc les valeurs sont identifiées, les mécanismes marchés sont encore à mettre en place. Merci Michael, je vois qu'il y a plein d'idées pour essayer de lever quelques freins qui ont été identifiés. C'est vrai que le stockage a un double objet, consommateur et producteur. Donc à ce titre, la double peine de conditions d'accès de soutirage et d'injection réseau. Bon, c'est comme l'autoroute. Si vous faites aller-retour, vous payez 2 fois. Le stockage, malheureusement, bénéficie ou souffre de cette contrainte. On a dans la loi de transition prévu d'ailleurs un allègement du tarif de soutirage de 50% pour les stockages. Pour les stockages, il y a des conditions bien sûr techniques qui sont précisées par arrêté. Mais en tout cas, c'est un début d'amélioration du profil de soutirage qui est quand même assez lourd, qui pèse dans le bilan économique pour notamment les STEP. Alors pour les SDNI, effectivement, on a une disposition assez particulière. Peut-être Christian, voulais-tu rajouter quelque chose en tant qu'intégrateur, utilisateur d'ailleurs de systèmes de stockage en SDNI et fournisseur d'énergie? Je veux juste souligner un point qui est extrêmement structurant dans nos territoires, c'est la volonté politique qui se traduit par la péréquation. Si aujourd'hui, ce marché, il présente des rentabilités pour un fournisseur de batterie plus élevées parce qu'il y a des constitutions, des moyens de pointe qui sont coûteuses, c'est structurel. Il est clair que une partie de cette rentabilité est enlevée quelque part, vue du fabricant, par la péréquation tarifaire qui fait que l'électricité est fondamentalement pas chère. Elle n'est pas au prix auquel elle est produite. C'est un point politique qui fait partie de notre paysage, mais qui est à considérer. Christopher, le dernier mot. On a dépassé un peu l'horaire, 2h03, pour clore cette session. Je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Les points principaux ont été mentionnés, donc notamment le nouveau tiroir réglementaire. Je sais que l'IEA et RETD, par exemple, qui s'intéressent beaucoup à la pénétration des renouvelables et du stockage, s'y intéressent vivement. Donc d'avoir une catégorie intermédiaire entre consommateurs et producteurs. De notre point de vue sur l'étude, par exemple, on avait considéré une approche
une valorisation du stockage par la collectivité. Et donc on se demandait, par exemple, comment faire pour que le stockage ne paie la CSPE que sur les pertes finalement. Parce que le stockage paie cette taxe sur l'entier de l'électricité qu'il consomme, alors qu'il en réinjecte une partie sur le réseau. Donc ce serait par exemple un des leviers réglementaires qui pourrait aider le stockage à pénétrer. Merci Christopher, merci à vous trois pour l'animation de cette table ronde en tout cas, d'avoir éclairé le chemin sur le chemin du stockage. Merci aux organisateurs de l'WEC Efficiency Congress. Merci à vous tous pour votre attention, les questions, les débats que vous avez animés. À très bientôt en tout cas. Vous pouvez m'appeler sur des informations pour le club stockage, il n'y a pas de problème. On est disponible et à votre disposition. À très bientôt. Merci.